Coup de sifflet à l'émission, c'est parti. Donc je vais rapidement présenter, faire un petit tour de table. Nicolas. Bonsoir à tous pour cette grande première, on vous attendait nombreux et on est très contents, tous les trois très contents. Malheureusement en absent, Tiffaine qui pourra pas être là. Tiffaine, on pense à elle. On pense très fort à elle. Alessandro aussi, qui nous fait le plaisir d'être là. Exactement, bonjour à tous. Enfin, ça fait un moment qu'on la prépare cette émission, je pense que ça nous tient tous vraiment très à cœur de la faire et on a préparé pas mal de petites choses pour pouvoir nous animer, vous animer pendant une petite heure et ça fait du bien d'être là. C'est ça, également Théo Team derrière les platines. Voilà, salut Jules, salut les gars, ça va ? Ça va très très bien. Salut la voix. Pleine forme ? Ouais, ici la voix mec. Très bien, puis aussi on aura deux invités on vous a déjà fait présenter rapidement sur les réseaux sociaux. S'ils nous suivent. Voilà, suivez-nous d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Voilà, on essaie d'être présent le plus possible. Donc on va, je pense, rapidement commencer. Donc voilà, Coup de sifflet, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui parle de sport, un peu dans sa globalité. Donc avec des chroniques un peu humoristiques, des chroniques culturelles aussi. Et voilà, c'est un moment, on va dire, entre amis, 1 heure le mardi. Et on va essayer de se retrouver régulièrement durant cet été. Et voilà, faire une petite émission bien sympathique, aborder des thèmes différents et instructifs. Puis on peut commencer par Nicolas. Si vous le voulez bien, je veux bien commencer. Je veux bien me lancer. Le grand bain, ça sera moi, ma première chronique. Merci. On t'écoute. C'est bon pour tout le monde. Moi, j'attends que ça. J'attends que ça de parler. On attend que ça. Donc moi, si vous avez compris, Du coup, moi, c'est la chronique, c'est la pépite du jour. Donc aujourd'hui, je vais réouvrir une plaie encore béante. Je vais parler de l'Euro, malheureusement, et plus précisément de nos comparses espagnols, donc les footballeurs espagnols. Je vais éviter de rentrer dans ce qui est le plus fréquent en ce moment, c'est Lamine Yamal. Je vais plutôt parler de son comparse, le cher Nico Williams, donc qui pour moi est vraiment a fait un putain d'Euro, franchement assez monumental. Et du coup, moi je voulais revenir sur ce joueur-là parce qu'il a déjà premièrement une vie, une carrière assez atypique et particulière. Donc pour contextualiser un petit peu, déjà il joue à l'Athletic Bilbao. Et je sais pas si vous connaissez, mais l'Athletic Bilbao a un peu une politique de club assez originale qui est qu'il recrute que des Basques. Donc en fait, avec son grand frère Iñaki Williams, ce sont les deux premiers joueurs d'origine africaine qui font partie de l'Athletic Bilbao. Donc c'est les deux premiers basques africains, donc ghanéens et basques. Donc, et pour un peu retracer leur histoire, ils ont vraiment une histoire dingue qui est vraiment à la base, du coup, leurs parents, en 93, ont fui le Ghana, ont traversé le désert du Sahara. Donc vous imaginez traverser le désert du Sahara, je pense que personne à la table est capable. Non, voilà. Je te confirme Nicolas. On est d'accord. Mais non, plus sérieusement, c'est Iñaki Williams qui a raconté ça sur des télés espagnoles et c'était vraiment assez impressionnant puisque ses parents, son père s'est brûlé les pieds au 2e degré. Ils ont traversé avec plusieurs personnes, des personnes qui sont mortes, qu'ils ont dû enterrer. Notamment ils ont dû, c'est lui qui le dit encore une fois, mais boire leur urine, donc c'est vraiment une histoire de dingue, jusqu'à ce que la mère des frères Williams doivent enjamber le mur d'une petite enclave au Maroc, d'une enclave espagnole qui s'appelle Melilla, et en fait à ce moment-là la mère était déjà enceinte de leur premier enfant, Iñaki. Et ils ont été envoyés en Andalousie, ils sont arrivés en Andalousie, ensuite pour être transférés à Bilbao. Et à Bilbao, c'est un prêtre qui s'appelle Iñaki, donc vous l'avez déjà dans le mille, le nom du grand frère. Voilà, je pense que vous l'avez tous. Mais ils ont été accueillis à bras ouverts au sein de Bilbao. Et c'est vrai que c'est pas une région qui est très ouverte à l'accueil de migrants, donc ça a été très difficile, mais très rapidement, le grand frère qui est né, qui a pris le nom du prêtre Iñaki, j'ai oublié son nom de famille, mais qui s'appelle Iñaki, de sûr, voilà, il a réussi à faire ses classes, donc Iñaki Williams, il peut vous parler aussi parce qu'il a un record assez impressionnant en Liga, c'est-à-dire qu'il a réussi à jouer 251 matchs d'affilée, sans se blesser, c'est-à-dire que le mec, en gros, l'équivalent c'est 7 saisons, donc c'est assez impressionnant. Et pour recentrer un petit peu plus sur son frère, c'est un peu le sujet de ma chronique, la pépite c'est plutôt lui, parce que son frère a 30 ans, donc ils ont 8 ans d'écart, et ils sont déjà frères dans la même équipe, c'est assez fou. Mais il suit un peu les mêmes bases que son grand frère, parce qu'il a déjà fait depuis 2020, donc son premier match en 2020 avec l'Athletic Bilbao, il a fait 138 matchs, donc c'est plutôt pas mal, pour un total de 26 buts, donc pour un mec qui a 22 ans,
franchement, je trouve ça plutôt honnête dans un des meilleurs championnats d'Europe. Surtout là, ouais, dans ce Ah championnat-là. bah, Athletic Bilbao qui en plus récemment fait plutôt des bonnes perfs, hein. C'est un club historique de la Liga, je pense que je vous apprends rien, mais du coup avec 11 passes décisives cette année et 5 buts, donc Nico, il joue quel poste ce joueur effectivement c'est vrai que c'est plutôt une bonne question, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il est plutôt attaquant, donc dans sa globalité, ça veut dire que là on l'a vu beaucoup à l'Euro sur l'aile gauche, donc on l'a très vu remuant, un vrai poison, capable de faire les efforts défensifs et à déposer n'importe qui par sa percussion, par ses dribbles sur le côté gauche, et il peut aussi jouer attaquant de pointe avec l'Athletic Bilbao qui joue souvent avec un bloc bas, donc ça permet aussi de relancer parce que c'est 2 flèches sur les côtés, donc ça va très vite, donc c'est hyper intéressant. Et concernant un petit peu la doublette, Lamine Nico Williams qui nous a fait pas mal de mal à l'Euro, hein, malheureusement, mais c'est vraiment genre une belle doublette qui pourrait se revoir en club, donc toute la saison. Donc on parle beaucoup de rumeurs l'enverrait au Barça, donc en plus Avec Lamine Yamal. exactement, donc faire une nouvelle doublette Espagne du coup au Barça, je pense que ça peut faire extrêmement plaisir à Théo Tim, déjà notre grand fan du Barça, hein, un petit mot dessus. Ça peut envoyer du pâté. Hein. Ouais, je pense Franchement, que, ça fait je pense plaisir. que pour les fans du Barça ça peut faire plaisir, ouais, Ah ouais, mais carrément. Moi, j'attends que de voir ça. La voix attend que de voir ça. Malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il y a eu des petites news aujourd'hui, news transfert, des rumeurs qui l'enverraient au Paris Saint-Germain. Les premiers contacts ont été établis, donc voilà, je pense que ça peut faire plaisir à nos supporters, nos fidèles supporters parisiens. Il viendrait en France pour corriger un peu son erreur là, de nous avoir battus. On l'espère. Au fond, on aimerait bien aller au parc et voir un peu Nico Williams nous régaler un petit peu. Parce que franchement, honnêtement, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous aimez un peu les ailiers d'ancien temps, c'est-à-dire un peu créateurs, percutants, comme on en fait moins, avec par exemple, notamment, j'ai l'exemple de Grealish qui me vient en tête, un Grealish qui est ailier, mais qui vient souvent repiquer dans l'axe, qui fait pas vraiment de différence, qui veut. C'est ça. Ça manque de spectacle. De spontanéité, c'est ça. Et puis surtout quand on pense ailier au Barça, on pense avant de penser à Messi, moi je pense plutôt à Ronaldinho, donc vraiment un mec spectacle. Et je pense qu'avec Neymar également, mais moi je suis plus vieux jeu, tu vois. Rien qu'au maillot ça se voit, non. Non, plus sérieusement, juste genre je pense que c'est vraiment le genre de mec créateur qui peut vraiment créer, émerveiller les jeunes comme les moins jeunes, et puis qui peut faire plaisir tout simplement à regarder. Donc voilà, moi c'est si j'ai un petit conseil à vous regarder, c'est soit de regarder la Liga s'il signe le Barça, mais de suivre attentivement les rumeurs qu'il enverrait à droite à gauche, parce que on peut aussi se régaler dans notre chère Ligue 1 l'année prochaine. Ce serait un petit problème d'argent pour signer à Barcelone, ça, le Barça qui est en crise depuis plusieurs Complètement. Ils ont un peu quand même redressé les niveaux. Là, l'indemnité est peut-être quand même un peu trop élevée, donc c'est pour ça que c'est une affaire à suivre et que ça va animer. Complètement, parce qu'en fait, il a une clause de libération aussi, qui est évaluée à 58 millions d'euros, donc assez abordable. Notamment, on parlait de lui pendant l'Euro à Tottenham, donc en Angleterre, mais il avait très vite dit moi j'ai un contrat à Bilbao jusqu'en 2026, si je dis pas de bêtises, ou 2025, donc je pense qu'il voudrait l'honorer. Donc on va voir ce qui se passe, parce qu'il y a quand même un attachement particulier avec Bilbao, au-delà de son frère. Et puis pour l'anecdote, je sais pas si beaucoup d'entre vous ont regardé la finale jusqu'au bout, mais en tout cas il y a une très belle image qui a été faite à la fin de de la récompense de médaille de la coupe de l'Euro. Il y a notre cher Nico Williams qui a en fait directement donné sa médaille à sa mère en disant que la vraie héros c'était elle et c'était pas lui. Donc je trouve que c'est plutôt une belle image, tu vois, il véhicule vraiment un truc beau en fait qui permet aux personnes les plus en détresse de rêver et d'espérer ensuite atteindre ce rêve pour la plupart d'entre nous fans de foot, de devenir footballeur professionnel, pardon. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant. C'est un message plein d'espoir. Et puis, pas que dans le football, moi ça me fait penser à... Peut-être que les gens qui nous regardent verront un petit peu au fur et à mesure des émissions quels sont nos sports un peu de prédilection, nos sports préférés. Et j'aime bien évidemment, j'aime beaucoup le football, et je fais souvent le parallèle aussi avec le cyclisme, qui est le sport que j'affectionne particulièrement. Ça me fait penser aussi à des histoires où on a le cyclisme est vraiment en train de s'internationaliser depuis les 20 dernières années. Et on a beaucoup de coureurs sud-américains, africains qui commencent à vraiment devenir très bons. Je pense cette année à Guirmay, qui est un Érythréen qui, pareil, a vécu dans la misère quand il était petit et qui a réussi à percer aujourd'hui. Et cette année, il a tout tué sur le Tour de France. Il est très fort. Je pense aussi à des coureurs comme Quintana qui sont nés dans des bidonvilles.
qui ont réussi à gagner des grands tours. Donc il y a plein de belles histoires comme ça. Carapace C'est tout plein. aussi, là, le récent vainqueur du... Ouais, l'équatorien, Ouais, exactement. On a eu un point qu'on peut voir juste au-dessus de ma tête. On a les Non, mais en fait, c'est ça pour moi où le sport est beau en fait. C'est que ça permet de sortir des gens de la misère et je trouve ça vraiment juste exceptionnel pour des gens comme ça. Oui, je vois Et le puis, team qui ouais, dit quelque bah chose, oui, oui, parce oui. qu'il y a des réactions dans le chat. On a Elias MZ7 qui dit Inaki ou Williams au PSG, ce serait monstrueux. Donc on a des fans. Iñaki Williams, ce serait très monstrueux. Bah, surtout qu'en plus, Oui, non, pardon, il a dit Iñaki et il s'est repris, il a dit Nico Williams. Ah, Et on est voilà. d'accord que Nico c'est mieux parce qu'il y a un peu ce côté jeunesse qui est Tout à fait. qui s'inscrirait parfaitement avec le projet du Paris Saint-Germain et pour le coup je suis plutôt d'accord avec toi mais après il faut sortir aussi l'oseille quoi. Ouais, carrément. Donc on se rappelle que le Tout- transfert de Mbappé n'a coûté 0 € donc on va voir tout ça. Si, mais- justement, il a coûté au PSG du coup. Oui. Il a coûté au PSG avec Oui, il a toutes rapporté les... 0 oui, oui, Voilà, évidemment. voilà. Et sinon après on a Esther Lou 45 qui dit trop bien la dédicace à sa mère. Voilà, qui a été chercher un petit C'est peu génial, par... c'est génial, franchement, moi, c'est ce qui m'a le plus touché. Le mec, en fait, les deux frères, d'ailleurs, c'est assez fou parce qu'il y en a un qui représente l'Espagne, je l'ai pas précisé, mais il y en a un qui représente le Ghana. Donc il y a aussi cette attache de. En fait, ils sont très fusionnels et en même temps, ils oublient pas d'où ils viennent et je trouve ça juste magnifique, quoi. Donc franchement, moi, juste chapeau de voir des joueurs de foot qui sont comme ça et encore aussi proches de leur famille, tout simplement, en fait. Un beau message que nous a apporté Très beau message. Nicolas. On te remercie, franchement c'est une pépite qu'on va suivre attentivement en Ligue 1, en Espagne, on verra. Et je pense que c'est le moment d'accueillir notre premier invité. Exactement. Elle est à la mixité ce que Serena Williams est au tennis. Elle est imbattable et inspirante. Chargée de développement de l'association Femix Sport, on accueille Ajar. Bonsoir, merci beaucoup, merci pour cette présentation. Bonsoir Ajar. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ravi, sentiment partagé. Tu vas bien ? Très bien, et vous ? Très très bien, très très bien. Très heureux, Ouais, très heureux, le sourire. l'émission se passe plutôt bien. Tu es notre première invitée aujourd'hui. Et écoute, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais et présente-nous aussi l'association pour laquelle tu travailles, Femix Sport. Alors, moi, c'est Ajar Fataïcha, je suis étudiante en alternance en master genre et sport à l'Université de Lyon. Et je suis chargée de communication et de développement chez Femix Sport, qui est une association qui a pour but de promouvoir la mixité, l'égalité de genre dans le sport et lutter vraiment contre les stéréotypes et les discriminations auxquelles on fait encore face aujourd'hui, malheureusement. Superbe. J'ai cru comprendre que ton cursus, il était unique en France, le cursus que tu fais à Lyon, ton master. Exactement, oui. C'est un master unique en France et peut-être même en Europe. C'est un master qui traite vraiment des questions de genre et de sport et c'est le seul aujourd'hui qui traite de ces deux questions-là simultanément de manière assez imbriquée en France aujourd'hui, oui. Ok. Et écoute, Ajar, la première question que je voulais te poser, on regardait cette année comme un clin d'œil. En 1900, l'année 1900, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris, et c'est la première fois que des femmes ont pu participer aux Jeux Olympiques. Il me semble qu'il y avait à l'époque 22 femmes pour 975 participants, et cette année, comme un clin d'œil, 124 ans plus tard, en 2024, pardon, pas 1900, on a les Jeux Olympiques de Paris qui sont paritaires. Et moi, la question que je voulais poser, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la parité en France ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Alors oui, on a fait un grand pas. Depuis 1900, on avait uniquement 22 femmes. Effectivement, c'est une grosse évolution. Après, ça reste assez critiquable dans un sens. On a des limites. La parité, elle est aux Jeux Olympiques, mais pas aux Jeux Paralympiques. Donc, il y a encore une amélioration aux Jeux Paralympiques, mais on est loin encore de la parité. Et cette parité, elle est assez spécifique, puisque par exemple, dans certaines disciplines, on va avoir plus d'hommes et dans d'autres, on aura plus de femmes. Donc, ça veut dire que la parité, elle est dans les athlètes en entier au final, mais finalement, quand on s'intéresse aux disciplines, il y a encore des disparités et des parités qui a quand même certaines limites, même si c'est quand même un grand pas et on est quand même heureuse aujourd'hui de pouvoir dire qu'on a les premiers Jeux paritaires aujourd'hui à Paris. Bien sûr. Non, moi j'avais une question justement, là récemment j'ai vu une news qui m'a fait réagir, tu as dû suivre Roland Garros qui s'est achevé il y a à peu près un mois, et donc tu as dû suivre aussi l'enjeu des night sessions, tu sais, ces matchs qui sont joués de nuit et diffusés sur Prime. Et cette année, il n'y a eu aucun match féminin qui a été diffusé en night session. Donc Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, a justifié un peu cet enjeu par des enjeux économiques, c'est que les matchs féminins sont au meilleur des 3 manches et que du coup c'était un peu risqué pour avoir un match qui pourrait être très expéditif.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est dommageable que les intérêts économiques priment sur des enjeux qui sont, on peut dire, sociétaux? Ou est-ce que d'un côté, pour toi, ça se justifie? Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi et de la justification surtout d'Amélie Mauresmo? Alors effectivement, la médiatisation des sportives, donc c'est tout un sujet. Et on sait aujourd'hui qu'on peine à investir de manière financière, humaine, matérielle dans la pratique et dans l'investissement des sportives, notamment des sportives de haut niveau. Et donc effectivement, oui, c'est une question qui peut se poser. Et surtout, la question, c'est est-ce que le sport, c'est uniquement pour du profit ou est-ce que le sport, c'est aussi pour la pratique, pour le plaisir de regarder, pour le simple fait d'être une sportive de haut niveau et de ne pas être représentée justement dans ces night sessions, là où on a le plus gros de l'auditoire qui va être présent. Donc il y a toutes ces questions-là, c'est effectivement qui rentrent en jeu et c'est une question assez difficile. Mais moi, voilà, j'aimerais dire que j'espère que l'avenir du sport ne sera pas uniquement le bénéfice, et justement investir aussi dans la représentation. Et c'est ça aussi qui va amener derrière plus de femmes, plus de personnes, plus de mixité dans les stades aussi. Et donc si on continue à réfléchir dans une logique économique, forcément la pratique, elle va pas s'améliorer avec le temps. Ouais, ça, je pense qu'il faut réussir à faire infléchir cette tendance. Il faut un peu forcer le destin. Par exemple, il y a une solution qui pourrait être de coller 2 matchs féminins en fait en night session, donc qui peuvent être 2 matchs plus courts pour faire une soirée plus longue. Donc en fait voilà, c'est sortir un peu du cadre et des carcans qui existaient auparavant. Mais ça, après, on n'a pas franchement l'impression que les dirigeants du tennis actuel aient la volonté d'aller dans ce sens-là, et c'est dans ce sens que on est tous d'accord pour trouver ça dommageable et que ça pousse pas forcément les femmes à la pratique du tennis, quoi. Et c'est vrai que ça s'applique d'ailleurs à d'autres sports, hein. On sait que justement les Jeux de 1900 où il y avait les femmes, c'était pas tout à fait, en tout cas à l'Antiquité, c'était les Jeux des hommes et 2 semaines plus tard c'était les Jeux des femmes. Et c'est assez drôle puisque aujourd'hui on le retrouve, mais pour les personnes en situation de handicap. Donc on a les Jeux olympiques, puis 2 semaines plus tard où on a les Jeux paralympiques. Donc il y a aussi cette question-là de si on mixe, si on mélange comme tu proposes par exemple pour ça, faire un petit peu un mélange de matchs, d'abord des matchs féminins et puis des matchs masculins, et donc pour gagner en visibilité. Donc ça, cette question-là, elle est aussi intéressante, et on peut voir que ça a été fait justement pour les Jeux Olympiques, où on a mélangé les pratiques pour justement aussi amener plus d'auditoire, plus de mixité, soit plus égalitaire, c'est ça. Ouais. Et ton association Femix Sport, qu'est-ce que vous faites avec cet asso pour venir à bout de ces préjugés, de ces discriminations, des offres que vous mettez en place, des actions? Alors voilà, déjà tout à l'heure on parlait de la parité. Oui. Donc nous on a un gros axe sur cette question-là d'avoir notamment dans les instances dirigeantes, puisque la parité, il y a aussi la pratique, mais il y a aussi toutes les personnes qui encadrent, les personnes qui sont salariées, les personnes qui sont bénévoles, et donc aussi les personnes qui dirigent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de football. Aujourd'hui, la FIFA, tous les présidents de la FIFA au niveau international, c'est des hommes. Il n'y a aucune présidente de fédé nationale à la FIFA. Et donc là, la question, c'est et qu'est-ce que ça dit de ce sport en termes de mixité, d'égalité et d'inclusion? Comment on va promouvoir une pratique pour les femmes quand tous les dirigeants sont des hommes et qu'on n'a pas le rôle modèle, on ne peut pas s'identifier, etc. Donc nous, une grosse partie de nos actions, elle se dirige vers les dirigeantes. Okay. Donc pour ça, on les accompagne, on les aide à prendre plus de responsabilités, à s'ancrer dans leur position, dans leur rôle de dirigeante. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre justement cette parité qui est rendue obligatoire au niveau national en 2024, donc pour les prochaines élections, et en 2028 pour les régionales et départementales. Donc on accompagne, on soutient sous des formations qui se traduisent par plusieurs modules où vraiment on va faire un travail de fond avec des dirigeantes. On a accompagné plusieurs dirigeantes aujourd'hui, comme Isabelle Join, qui est présidente de la Fédération française de hockey. On a accompagné Nadia Rally, qui est vice-présidente de la Fédération française de surf. Après, on a tout un axe aussi sur la sensibilisation, l'intervention en milieu scolaire, parce que c'est aussi là que ça se joue dès le plus jeune âge, où on vient et on explique c'est quoi un stéréotype, c'est quoi, pourquoi le sport devrait être pratiqué en mixité, pourquoi dans le sport il y a des inégalités encore aujourd'hui, comment elles se sont traduites à l'époque de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est toutes ces questions-là aussi qu'on va faire venir pour les jeunes, pour vraiment se questionner sur
ces questions-là d'égalité dans le sport. Ouais. Mais arrêtez-moi si je me coupe, mais moi ça me fait penser où beaucoup de gens, Arrêtez-moi si je me coupe. pensent que la Arrêtez-moi. parité dans le sport, ça se fait aussi uniquement, je sais pas, sur le terrain ou enfin, comment dire, ouais, sur le terrain ou de voir une équipe, etc. Mais il n'y a pas que sur le terrain, il n'y a pas que la cycliste qui fait son étape ou la footballeuse qui joue sur le terrain. Il y a tous les gens qu'il y a autour. Et je pense que les gens oublient toutes ces personnes, justement, ces dirigeants qu'il y a autour, et que je suis complètement d'accord sur le fait de les sensibiliser et de dire à une jeune fille, par exemple, oui, tu peux devenir une sportive si tu veux, mais au-delà de ça, si jamais tu peux pas atteindre ton rêve de devenir sportif professionnel parce que peut-être que tu n'en as pas la motivation, peut-être que tu n'en as pas les capacités, qu'il y a d'autres solutions autour pour travailler dans le sport que tu veux. Et voilà, c'est pour ça que je rejoins ton point de vue à 100% sur ce coup-là. Non, je suis d'accord. Peut-être une autre question. Bah écoute, moi j'ai posé les questions que j'avais à te poser. Ajar, peut-être si tu veux faire une petite pub à l'asso Femix, je sais pas si vous avez Instagram peut-être ou Femix les réseaux. Sport, donc Ouais. c'est FEMIX Mhm. Sport avec un S à la fin. Donc vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a des événements assez régulièrement à la Cité Audacieuse dans Paris. On intervient en milieu scolaire, dans des médiathèques, lors de conférences, de tables rondes. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à suivre nos actualités, nos activités. Super. En Merci tout cas, beaucoup. Merci. Merci à vous. Premier invité, c'était top. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc ensuite, on va enchaîner, Alessandro. Ouais. On va rester dans un thème un peu sérieux aussi. Donc je vais pouvoir lancer ma prochaine chronique. Il y a Nicolas qui va nous rejoindre également. Ouais, tout à fait. Il y a Nicolas qui va vous rejoindre. Et puis, comme on a pu le dire dans votre chat, enfin dans le chat tout simplement, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est notre chat, voilà. Comme on a pu le dire dans le chat, il y a un petit problème technique avec le micro de Jules. Donc, on va peut-être déjà changer les micros parce que Alessandro a peut-être une voix un peu plus forte. Importante. Un peu plus portante. Voilà, on t'a même pas entendu en plus, donc. Puis Non, ça mais tombe voilà, bien, je vais crier un peu dans la prochaine chronique. Bah, parfait alors, parfait. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger. On va échanger les micros. Je vous laisse les casques, vous pouvez les garder, il n'y a pas de galère. Hop. Et puis voilà. Là, c'est bon normalement. Ça Tout le monde a changé. Vas-y, Jules, je t'écoute. Hop là. Les aléas du direct. On nous entend ? Ouais, parfait. Ok, top. Parfait, parce qu'en plus, à l'est, tu parles un peu plus fort. Nico, n'hésite pas, prends place, fais pas le timide. Je suis à la maison. Je suis un peu timide. Tu es chez nous. Je suis un peu timide, vous savez, je suis timide. Et voilà, donc, eh ben, on va s'envoyer la suite, et c'est Jules qui va nous parler ensuite. On s'envoie le petit jingle. Oh la régie, oh. Et c'est bon, tout est bon, messieurs. C'est parti. Donc moi, ma chronique culturiste, les garçons. Donc là, je vais vous solliciter. On va rester encore, comme je disais, dans un thème un peu sérieux, après avoir parlé de parité, d'égalité dans le sport. Je vais un peu ouvrir une parenthèse politique. L'actualité récente a été marquée quand même par des élections qui nous ont tous un peu chamboulés et surtout qui nous ont pas mal occupé l'esprit. Et donc je souhaiterais revenir sur ce qui s'est passé durant l'Euro, voilà, où il y a plusieurs joueurs de l'équipe de France qui ont eu l'occasion de prendre la parole. Donc, pour rappeler rapidement le contexte, il y a eu des élections européennes qui ont été assez largement remportées par le Rassemblement national. Et à la suite de ça, une dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Et ensuite, donc, on a eu des nouvelles élections législatives. Et donc, juste avant ce premier tour, il y a des joueurs. Donc, faut savoir qu'on était quelques jours avant le premier match de l'Euro France-Autriche. Et il y a des joueurs de l'équipe de France qui ont commencé à prendre la parole. Donc, Olivier Giroud et Kingsley Coman, pour ne pas les nommer. Et qui ont d'abord appelé les Français et les Françaises à aller voter. Et donc, ça a été assez largement, on va dire, salué par la presse et la classe politique. Mais rapidement, en fait, il y a un joueur, donc Marcus Thuram, qui a pris la parole et qui a, lui, quand même, assez fortement... Porter ses couilles, ouais. Ouais, on peut le dire. On peut clairement le dire. Il a pris position, justement, contre le Rassemblement national. Et donc, ça a entraîné pas mal de débats dans notre société et ça a, on va dire, agité pas mal de points sur lesquels je souhaiterais revenir. Donc tout d'abord, le premier, c'est sur quelque chose qui a été
fortement remis en question sur la légitimité en fait. Quelle légitimité a ce joueur pour prendre la parole sur un sujet qui ne le concerne pas, d'un premier regard, la politique. Et donc ça a été, on va dire, remis en question par des journalistes, par des hommes politiques qui ont critiqué ce joueur et qui ont un peu renvoyé Marcus Thuram à son statut en fait de footballeur, en caricaturant qu'un footballeur devait rester cantonné au football. Et donc ça a pas mal agité la presse et ça a pas mal aussi agité le débat public que justement des footballeurs sortent de leur position de sportifs pour rentrer dans le monde politique. On sait qu'en plus en France, on est un pays où on oppose régulièrement la culture, le savoir au physique. Et donc c'est un peu venu réagiter et faire ressurgir toutes ces questions-là. Moi j'ai un avis très tranché sur la question. Pour le coup, je pense que sport et politique sont liés depuis des décennies, des millénaires. Donc je pense que c'est normal qu'un sportif puisse prendre la parole sur n'importe quel sujet, notamment la politique, et je pense qu'ils doivent le faire. Et je pense que notamment Jules Koundé, à l'image de son Euro, a été excellent là-dessus. Je pense qu'il a il a porté un message qui était juste et qui devait être porté, et je pense qu'il l'a très bien porté, et je pense que nombreux attendaient, notamment le capitaine de l'équipe de France, hein. On va penser que je déteste Mbappé, mais parce que j'en parle à chaque fois négativement, mais non, je pense qu'il a raté un peu le coche là-dessus, et je pense qu'on attendait un leader, et finalement ça a été Jules Koundé, et moi j'étais ravi de voir un joueur prendre position comme il a pu le prendre. C'est ça, voilà, c'est un peu l'avis du président de la fédération, Monsieur Diallo, qui a mis en avant le fait que les footballeurs étaient des citoyens comme les autres, et qu'en ce sens, ils avaient la possibilité. Donc là aussi, je trouvais ça assez intéressant d'avoir le soutien des instances qui font pas souvent preuve d'un courage, on peut dire, immense. Et j'ai trouvé que c'était un moment assez fort et peut-être un tournant dans notre vie politique, dans notre vie aussi sportive et sociale. Et j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir le soutien de la Fédé. Et j'ai trouvé également que cet enjeu de la prise des paroles, donc, comme tu as dit, par Jules Koundé, qui a sûrement été le joueur qui s'est le plus démarqué, hein. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, c'est assez incontestable. Et ça met aussi en avant notre époque où des sportifs qui profitent de leur notoriété, donc avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, la télévision, etc. Donc ils sont des icônes, ils le sont encore plus qu'il y a 10 ans et encore moins que dans une décennie. Évidemment. Et on assiste un tournant avec c'est peut-être ces personnalités-là qui peuvent mobiliser la jeunesse. Donc après, ça reste à débattre sur est-ce que ces personnes sont légitimes ou pas. Évidemment. Mais je trouve que ils ont pris des risques aussi, parce qu'on sait qu'il y a des contrats qui prennent des sommes énormes et que il vaut mieux, on va clairement se dire, de ne pas sortir du bois et que sa tête dépasse pas trop. Voilà. Et je trouve que c'est assez louable. Et aussi, ça vient un peu faire fermer des bouches sur les gens qui diraient que les sportifs sont complètement déconnectés de la société. Ouais. Et je trouve qu'ils se sont peut-être reconnectés. Et si ça peut réussir à bousculer les stéréotypes autour du footballeur, je trouve que ce sera déjà un bon pari, un pari réussi. Et en ça, je tiens sincèrement à féliciter les joueurs qui ont le plus pris position durant ces élections. Et puis ça enlève aussi le stéréotype que le sportif doit être obligatoirement un peu bête, quoi. Exactement. Par rapport à ça. Et pour revenir sur ce que vous avez dit, je rejoins ta position aussi. Et effectivement, ça m'a fait bizarre parce que j'avais jamais vu autant de sportifs, que ça soit dans le football ou au-delà du football, prendre la parole pour donner leurs avis sur les élections européennes et aussi par la suite, du coup, avec les élections législatives. Donc voilà, je vais pas du tout m'étaler sur le sujet et lâcher un petit peu mes opinions. Mais s'ils ont pris la parole à ce moment-là, tous, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Non, donc si autant l'ont fait au même moment, alors qu'avant on n'en avait pas entendu assez, c'est quelque chose de bizarre, ce trame, en tout cas. C'est sûr, mais voilà, aussi également, comme on l'a dit, c'est peut-être un nouveau départ, peut-être de voir des footballeurs qui prennent leurs responsabilités aussi et qui ne se contentent pas de Parce que taper dans le ballon, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, comme tu le disais, qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Moi, ça me fait penser aussi à, par exemple, à un Hector Bellerin, du coup, un arrière latéral droit espagnol qui est passé par Arsenal, le Betis Séville actuellement, qui est vraiment pour, du coup, que
que le salaire des hommes et le salaire des femmes dans le monde du foot soit en fait équitable et que les deux gagnent la même chose. Et je trouve que c'est des messages où en vrai ça peut sembler anodin pour un humain lambda qui est pas passionné de foot, mais en vrai je pense que ça peut tellement faire avancer les choses que des mecs endossent cette responsabilité-là. Et puis, dans tous les cas, je pense que Hajar en a très bien parlé avant moi de la place notamment de la femme. Je pense que je pourrais pas en parler mieux qu'elle, mais c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau politique et notamment via les sportifs. Je pense qu'ils ont leur mot et leur place à dire. En tout cas, l'avenir nous le dira. On verra ce que ça donne dans les prochains tournois, les prochains mois, les prochaines années. Mais c'était assez intéressant. Et je pense que maintenant, on peut laisser la place à Alessandro pour sa chronique avec Dessy. Oui, la chronique avec Dessy, on refait le sport. Alors vous allez voir, moi ma chronique, ça va être moins une discussion peut-être, c'est vraiment un texte que j'ai écrit, quelque chose qui s'apparente peut-être plus à un podcast. Vous allez comprendre tout de suite de quoi ça traite. Si je vous dis les mots, pas ça Zinedine, oh non, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Ces mots prononcés par Thierry Gilardi hantent encore l'esprit de tous les Français. C'est la finale de la Coupe du Monde 2006, 107e minute de jeu. Et le crâne de Zinedine Zidane vient heurter la poitrine de Marco Materazzi. On aurait aimé que l'arbitre ne voit rien, qu'il se dise non, je peux pas exclure le meilleur joueur du monde lors d'une finale de Coupe du Monde, qu'il fasse un peu comme les enfants qui disent pousse, venez, on enlève cette règle, juste le temps du match et après on la remet, ou encore c'est le Rital qui a commencé donc on l'exclut lui et pas notre cher Zizou. On aurait aimé aussi blasphémer la sœur de l'arbitre un soir de finale et lui dire alors, tu vois, toi aussi tu l'aurais mis ce coup de boule. Mais bon, enfin, la suite tout le monde la connaît. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous déprimer, je ne suis pas là pour réouvrir cette plaie qui n'est pas encore tout à fait refermée. Au contraire, cette chronique, elle va utiliser le pouvoir magique qu'on a tous rêvé d'avoir, le pouvoir du « et si ». Et si Zinedine Zidane avait pas mis ce coup de boule en Coupe du Monde de finale 2006 ? Eh bien, tout d'abord, la France serait allée chercher sa 2e étoile. À la 117e minute des prolongations, la défense française est sous pression, mais Thuram, solide comme un roc, récupère le ballon grâce à un tacle précis. Il passe rapidement la balle à Makelele, celui-ci trouve Zidane au milieu de terrain, et d'un contrôle magistral, le bon Z cette fois-ci, se débarrasse de son adversaire et envoie une passe précise dans la surface de réparation. Ah, et on me dit dans l'oreillette que Marco Materazzi, trop occupé à penser à la consanguine de Zizou, oublie la présence de Titi dans la surface. Henry, bien positionné, frappe du pied droit et envoie le ballon dans les filets. Ça y est les gars, la France est championne du monde pour la 2e fois de son histoire. Et comme dirait l'autre, oh putain, ça fait du bien. Hein. Après avoir vu ça, je pense qu'on peut mourir tranquille. À leur retour en France, la popularité de cette équipe a pris une tournure démesurée. Si bien qu'au journal de 20h, on a entendu des titres comme « Bonsoir, la folie Zizou rend la calvitie tendance. Une marée de pouces au crâne lisse déferle sur les Champs-Élysées. Notre héros national, hissé sur les épaules de Thuram et Vieira, a adressé un discours mémorable depuis le balcon de l'hôtel de ville. Un discours qui représente parfaitement son éloquence et son expansivité. Il a dit, je cite... Franchement, c'est pas mal. On a gagné la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Mimi Mati a cédé sa place de personnalité préférée des Français, qu'elle trustait depuis 190 ans, laissant la place à Zizou, s'installer confortablement en tête du classement. Des affiches Zizou président, avec un Z à la place du S de président, auraient fleuré partout en hommage à l'orthographe de Franck Ribéry. Les rasoirs étaient devenus les cadeaux les plus populaires en France et 80% des écoliers se seraient présentés à la rentrée avec un crâne aussi lisse qu'une boule de billard. Le président de la République aurait même institué le 9 juillet comme la journée internationale du droit des tondus et la FIFA aurait même inventé le carton chauve, un carton qui permettrait aux joueurs de le prendre, de stopper le match et d'embrasser le crâne d'un chauve avec autant d'amour que Laurent Blanc le faisait avec celui de Fabien Barthez. Des nouvelles expressions auraient émergé. Des expressions que nous aurions entendues dans la bouche des commentateurs d'aujourd'hui. Imaginez Omar Da Fonseca dire « Mais c'est exceptionnel, il est venu dribbler les joueurs en lui faisant le passement de jambe de la boule à zéro. C'est magnifique quand même. » Ou encore quelque chose comme « C'est vrai que la pelouse de ce terrain est très très longue, il faudrait la zidaniser un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez mon cher Nico, mon cher Jules ?» T'es fort, t'es très fort. Vous l'aurez donc compris. Ce coup de boule et ce match de l'équipe de France aurait pu changer non pas la face du monde, mais bien son crâne. Fini les allers-retours en Turquie. Avoir une calvitie est devenu sexy.
Néanmoins, j'ai une dernière question qui me taraude avant de terminer. Nous t'écoutons, Alès. Et Materazzi dans tout ça, que serait-il devenu? Moi, je pense qu'il aurait été relégué au rang des footballeurs ordinaires, connus pour ses provocations et son comportement antisportif. Il aurait terminé sa carrière dans un anonymat relatif, peut-être en écrivant un livre sur comment provoquer son succès. Ses talents d'écrivain, tout comme ses provocations, seraient passés inaperçus, bien évidemment. Car contrairement à Zidane, dont le respect et l'intégrité ont marqué le monde du football, Materazzi n'a jamais compris que ce sport dépasse le simple jeu. C'est une passion partagée avec des milliers de fans, basée sur des valeurs de respect et de fair play. Des valeurs qu'il n'a jamais vraiment comprises, ou peut-être qu'il a délibérément ignorées pour son propre gain. Alors oui, Marco, pendant que Zidane restera un symbole de classe et de talent, tu resteras dans l'ombre, rappelé pour ton manque de fair play, plutôt que pour tes compétences footballistiques. Tu as manqué l'occasion de vraiment briller, et c'est une déception pour tous ceux qui croient en l'éthique sportive. Voilà les amis, comment un simple geste, ou plutôt son absence, aurait pu changer l'histoire, ou du moins celle du football. En attendant, restons dans notre réalité et continuons d'imaginer ce qu'il aurait pu se passer avec Dessy. Tout simplement magistral en fait. Chapeau. Ça applaudit partout dans le studio et il y a encore quelques personnes avec nous. Franchement, c'est n'importe quoi. On a eu des GG dans le chat, des MDR. On a Tiffen qui nous dit drop the mic, Alès. Donc voilà. Non, après c'est pas notre matériel. On va le... Non, excellente chronique, Alès. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, Jules, Nico. Moi, ça me touche particulièrement parce que actuellement je porte des chaussettes où il y a écrit Zizou président en fait. Oh, donc magnifique. au bout d'un moment, je pense que on peut pas mieux faire. Franchement, je te donne des montres à la cam, mais non, plus sérieusement. Si t'étais assez souple. C'est la souplesse, arrêtez. En fait, je me ridiculise en live, c'est quoi l'objectif? Franchement, tente. Non, je rigole. Oh, bah si tu le fais, gros, vas-y. C'est trop tard. Oh là là, magnifique. là, c'est beau. Zizou président. Sérieusement, mais en fait, Alès, tu nous éblouis encore par ton aisance à l'oral en fait. Honnêtement, moi Ta plume aussi également. Merci les gars, merci. Une prose, une écriture. C'est beau, c'est difficile. Et ça continue d'enchaîner d'affluer dans le tout ça. chat en plus. Ça continue d'affluer. Parle de ma On a souplesse. une imitation. Non, une imitation de qualité. À moins que tu imitais Simon Biles, je sais pas. Je pense qu'on parlait de l'imitation Mais d'Alès. c'est tout, c'est ce mec à la régie, là, cette voix, Mec, c'est tout. je sais tout. Mais voilà, une imitation de qualité. On a eu des super, on a eu des bravos pour ce billet d'humour et des magnifiques. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Voilà un petit peu pour les Tu peux petits. les prendre le chat entièrement en ces folie, compliments, mec. Ouais, On c'est t'attend beau. au tournant pour la prochaine. Exactement. La prochaine surprise, vous verrez. Et bien le prochain, parlons-en. Un invité, notre Encore un. deuxième invité. Donc ce sera Louis Perra. Et il va tout de suite Il rentrer arrive, dans il ce arrive. studio. Je vais lui laisser ma place. Si le chaudement. studio est assez grand pour lui, ça c'est pas dit. Louis Perra. Allez, petit changement. On se tape dans la main. Et regardez, il dépasse du cadre. On le voit à peine. L'enfer. Ça va pas trop serrer, Louis? Non, ça va, franchement. Bizarre, par contre, le retour bras. Première fois que j'ai ça dans ma vie, ça fait très bizarre. Ah oui, ça fait bizarre. Hein. Ouais. Tu peux laisser dépasser une oreille si tu veux, Ouais, je si crois que c'est je vais plus faire agréable. ça. Ouais. On dirait que je suis un mauvais DJ. Tu mets les mains comme ça. Louis, merci. Bah, merci de l'invitation. Bienvenue. Franchement, ça fait plaisir. Bravo pour l'émission. Je suis là depuis le début. Franchement, bravo. Ça fait te plaisir. plaît? Ouais, c'est pas catasse, donc franchement, non, c'est très bien et tout. Et puis le billet d'humour, excellent. Après, je pense qu'on serait pas rasé le crâne vu qu'on a encore des cheveux, mais Ouais, j'ai amené le rasoir. Hein. j'ai des doutes. Toi, ça ferait une sacrée différence, Louis, quand même, sans Ouais, cheveux. mais non, du coup, on va éviter ce projet. Bon, en tout cas, Louis, merci d'être ce deuxième invité. Donc pour te présenter, bon, est-ce que tu peux te présenter rapidement peut-être Bah, Louis, 22 ans. Je suis en licence de droit à Assas, mais aussi en parallèle à ça, je suis sportif de haut niveau. Je fais du rugby à Suresnes. Du coup, c'est un club de national, 3e division. Et voilà, j'étais capitaine des espoirs cette année. Et puis, j'ai eu la chance de gagner un titre cette année, donc ça fait plaisir. Quel titre t'as gagné cette année? Challenge de France en espoir. Et Théotime me parle parce que t'as l'air de vouloir parler. Ah non, mais il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on va en parler. Donc voilà, Jules, je te laisse Théotime poser est les content, questions. ça parle rugby. Ah mais moi, mec, là, je saute pas comme un fou parce que c'est compliqué, mais voilà, dans ma tête, je suis tout fou. Gros. C'est magnifique, on parle de rugby. Attends, on a parlé de foot et tout, ça va 2 secondes. Merci. Mais ouais, Louis, peut-être nous raconter à quel niveau ça se situe, peut-être pour nos viewers.
En gros, il y a le top 14, qui est la première division, et c'est professionnel, avec Toulouse, Toulon, le Stade Français, etc. Après, tu as la deuxième division, du coup, c'est la Pro D2, et avec des clubs comme Dax, je donne Grenoble et tout. Puis après, tu as la troisième division, du coup, là où est mon club sur Rennes, et qui, du coup, c'est semi-professionnel, mais la plupart des équipes sont professionnelles. Il y a des grands joueurs qui finissent leur carrière là-bas, ou voilà, donc c'est entre le monde professionnel et semi-professionnel. Voilà. D'accord. Et du coup, moi, je suis dans l'équipe Espoir, ça veut dire U21. Et du coup, c'est juste avant les pros, c'est un peu l'antichambre des pros, on va dire ça comme ça. Et souvent, quand tu parles d'antichambre, est-ce que le gap pour passer dans l'équipe première, est-ce que la marche est haute ça se joue sur quoi? Sur des détails ou alors Est-ce que tu prétends aller Non, passer cette marche? moi j'ai plus l'envie et j'ai passé mon opportunité pour pouvoir accéder à l'équipe professionnelle. Mais avant, j'étais au Stade Français avant d'arriver à Suresnes et j'avais eu quelques fois des entraînements avec l'équipe première qui est en top 14, les joueurs internationaux et tout. Donc là, j'ai senti vraiment un gros gap. Mais quand je suis arrivé à Suresnes, j'ai eu la chance de m'entraîner longtemps avec l'équipe professionnelle. Il y avait un gap parce que plus fort physiquement, plus d'intelligence de jeu, plus de vis, etc. Mais c'était pas non plus insurmontable. Je trouvais que tu pouvais avoir plus facilement ta chance dans ce genre de niveau que top 14 où il faut être un crack astronomique pour percer direct, même si en ce moment il y en a beaucoup de cracks astronomiques dans le rugby français, mais je trouve que c'est plus faisable et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans ce championnat parce que c'est faisable d'accéder à un niveau et de pouvoir ensuite aller plus haut. Et d'un point de vue personnel, tu évolues à quel poste? Deuxième, troisième ligne, même si c'est mon rêve, toute troisième ligne, mais deuxième ligne. Ça s'est vu à l'écran quand t'es rentré. Hein. On se doute que tu joues deuxième ligne. Donc deuxième ligne, même si mon rêve, ça sera toujours troisième. Et pour nos viewers, pareil, tu peux présenter le poste tu sautes en touche, t'essayes d'être plutôt fort sur les impacts. Voilà, du rugby beaucoup. Quoi. Ouais, du rugby pur et dur. En fait, je suis l'homme de base du rugby. Donc un peu, faut savoir tout faire, mais faut être puissant, dominant et plutôt ces attributs-là et être résilient à l'effort aussi, je pense. Si tu devais t'identifier avec un joueur actuel au plus haut niveau, vas-y. Un joueur actuel, j'aime beaucoup Thibaut Flament. C'est un peu mon joueur de rêve à mon poste. Comme j'ai eu quand j'étais plus petit, j'avais Brody Retallick et Whitelock, deux Néo-Zélandais. Mais Flament, je trouve que c'est un joueur très fort parce qu'il se déplace beaucoup de passes, beaucoup de techniques individuelles. Et j'aimerais être un joueur comme lui, je ne le serais pas. Mais si déjà j'ai 10% de son talent, je les prends volontiers. Voilà. Et toi, à ton niveau, tout à l'heure, on parlait de ce gap. Il y a un moment donné où tu as dit non, moi j'ai abandonné entre guillemets l'idée de passer ce truc-là. C'est à cause de quoi? C'est à cause d'une blessure ou c'est à cause d'un manque de motivation ou peut-être aussi il y a beaucoup de sportifs qui... Je pense que la vie du coup d'un sportif professionnel, elle est j'en suis sûr même, elle est carrée, archi stricte. Est-ce que ça t'a démotivé aussi? Non, en fait, en gros, pour résumer un peu vite fait, je m'étais entraîné toute l'année avec les pros de Suresnes de octobre à peu près avril. Et en fait, j'étais pas assez lourd. Je fais 105 kilos, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Je regarde avec le morceau un sacré morceau. Mais on voulait que j'aille à 120 kilos, mais je voulais pas ça. Et même, en fait, ça m'a... On voit les mauvais côtés du sport professionnel aussi quand on évolue dans les équipes professionnelles et ça m'a dégoûté un peu. Et puis j'ai quand même la chance d'être bon dans les études, donc j'ai quand même un bon backup qui se prend quand même assez volontiers, surtout que voilà. Donc j'ai pas comparé à d'autres, j'ai quand même cette chance de pouvoir me dire en fait je peux switcher de projet. Voilà. On va passer parce que les gars ont juste fait mon taf en fait d'intervieweur. Non, en vrai, grave intéressant. On prenait la relève, Théo. Mais mais en fait,
J'ai pris le train et tout, je me suis cassé la tête à trouver des questions hyper compliquées parce que Louis, on se connaît pas du tout, donc vraiment. Je te déteste personnellement. Mais mec, plaisir partagé. mais ouais, du coup, cette année, tu joues avec Suresnes et vous terminez, comme tu l'as dit, vainqueur du Challenge de France. Comment ça s'est passé, vous, votre saison en globalité? En gros, on a une première partie de saison où tu es dans une poule de 6, il y a 4 poules. Et en gros, on avait une poule très compliquée. On avait Vannes qui monte en top 14 cette année, le Stade Français, Rouen qui est un club de Pro D2. On avait aussi Massy qui a une grosse formation. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de là-bas. Du coup, c'est un peu dur. Et on avait une poule super relevée. Moi, j'ai adoré cette poule qui était trop chiant. On a perdu beaucoup de matchs. Une poule galère et tout. Mais des matchs, je me suis régalé. Franchement, c'était du très haut niveau. Et tout, même si après, j'étais capitaine aussi, donc c'est compliqué à gérer dans la vie de groupe quand tu as toujours ce spectre négatif de défaite ou de résultats où tu finis à 3 points, une pénalité, où tu perds le match en fin de match. Donc ça, c'était compliqué. Du coup, on ne s'est pas qualifié pour la phase haute, on s'est qualifié pour la phase basse. Et la phase basse, par contre, exceptionnelle. On a très bien joué au rugby, on a réussi à retrouver notre rugby contre des équipes qui étaient plus de notre niveau parce que voilà, c'était plus facile de jouer contre Bourgoin que contre le Stade Français qui n'avait pas du tout les mêmes budgets. Mais du coup, on a eu cette chance-là. Après, on s'est qualifié du coup pour la demi-finale. Face à Nevers, si je me trompe pas. Nevers. À Montargis, en plus. Ouais, c'est ça. Par chez moi, magnifique. Ouais, voilà, à côté. Et c'était une grosse équipe avec beaucoup de Fidjiens, Vouli, Géorgiens et tout. Ouais, donc c'était un peu compliqué, mais on a réussi à gagner. On aurait dit qu'on faisait un match de tennis parce qu'il y a eu 7-3. Je sais qu'il n'y a pas 7-3 au tennis, mais on s'est compris. Et après, on a joué Biarritz en finale, qui est un peu un club historique du rugby français, avec des grands joueurs. Et quand j'ai grandi avec ces grands joueurs, Rinor Doki, Ajuli, etc. Et du coup, on a eu la chance de la gagner. C'était pas très compliqué, sans être méchant pour eux, mais on a été plus fort qu'eux. On a été plus fort qu'eux sur les fondamentaux, donc on a réussi à gagner ce titre. Et vu que moi, après, je pars de Suresnes cette année, j'étais très content de pouvoir partir sur un titre sur mes années jeunes. Donc voilà, très content de l'année. Ouais, justement, là, tu viens de terminer là-dessus. On va pouvoir renchaîner direct. D'abord, un petit mot pour décrire le sentiment que tu as ressenti quand tu as été titré. Voilà, tu disais que c'était une fierté d'être titré en jeune et de pouvoir enchaîner maintenant dans un autre club. Un mot, j'étais très content plus pour les coachs, les coéquipiers, tout le monde, tout le staff, tu vois, les bénévoles aussi qui font un taf de fou. Sans eux, on serait rien, ils font tout et on a juste à jouer. Mais j'étais très fier de ce qu'on avait fait et de comment ça s'était passé dans la journée. Et voilà, fierté, je pense que c'est le bon mot. Ouais. Ok. Et pareil, du coup, ton futur club, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je pars à Courbevoie, c'est en Fédéral 1. Du coup, c'est 5e division française. Au niveau du foot, c'est National 3. Mais voilà, donc un projet assez ambitieux. J'ai été contacté par eux, donc je suis content. Je retrouve des joueurs avec qui j'ai joué. Il y a des joueurs professionnels qui viennent dans l'équipe, donc je pense qu'on va avoir un bon groupe. Après, on a une poule compliquée, mais j'espère qu'on va faire une bonne année. Donc, voilà. Ok, magnifique. Ouais. Magnifique. Et on va passer un peu plus dans l'actualité. Alors, dans un premier temps, l'actualité tranquille, et après, vous allez comprendre. Mais on va rester dans l'actualité. Est-ce que tu as suivi la Coupe du Monde des U20 ? Ouais, j'ai regardé l'Espagne, qui est le premier match, je pense. J'ai pas regardé la Nouvelle-Zélande, qui est le deuxième match. Mais après, j'ai regardé le Pays de Galles, qui est le troisième, je pense. Et ils ont fait plutôt une très bonne Coupe du Monde. Ils finissent en finale, alors qu'il leur manque beaucoup de joueurs, etc. Mais franchement, ils ont fait une bonne Coupe du Monde. La demi-finale contre les Blacks, c'était vraiment du beau rugby. Ça faisait plaisir, les passes après contact et tout, même en défense, agressif et tout. Après, ils tombent contre l'Angleterre en finale, qui est très fort sur les fondamentaux. La mêlée, ça m'a impressionné. Et franchement, à ce niveau-là, que tu sois autant dominé en mêlée, je trouve ça... J'étais en mode, waouh, quand même, les mecs. Et très fort sur les fondamentaux. Devant, c'était très fort, sur les ballons portés, etc. Donc, c'est pas démérité, le titre. Mais c'est dommage. Ils se sont flingués sur la demi, je pense, physiquement aussi, c'était dur. Mais un super groupe. Et puis, il y a quand même des joueurs qui je pense à Castro Ferra qui a fait une Coupe du Monde de malade mental. Exceptionnel, qui a un et même une saison folle. 14 matchs, 9 essais, je crois, il me semble. Un truc comme ça, mais une saison folle. Et
pour moi, c'est le futur numéro 8 de l'équipe de France. Je l'espère qu'il deviendra dans le futur. Mais du coup, très bonne Coupe du Monde quand même. On finit encore deuxième. C'est un truc de fou. Il y a 5 ans en arrière, tu m'aurais dit ça. Je t'aurais dit non, c'est impossible. Donc voilà. Ok, on va rester dans la jeunesse et dans l'actualité un peu moins cool. Justement, ça rejoint, moi j'avais déjà préparé une petite question, mais je vois un viewer, Nico P75013, qui dit il pense quoi de la situation actuelle du rugby FR. Alors voilà, on a deux garçons, Jégou et Oradou, qui ont agressé sexuellement une femme en Argentine, hein, pour voilà, les viewers qui ne sont pas au fait. C'est arrivé quelques jours après les propos racistes de Melvin Jaminet. On a l'impression de faire face à un énorme craquage de la part des gars, hein. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'était passé en Écosse sur un tournoi destination. Toi, quel est ton regard justement sur... voilà, t'as l'impression, genre, ça monte et ça fait un énorme craquage. Non, la question est difficile. Désolé. Il voulait pas me la poser à la base et j'ai dit que je voulais bien y répondre. Donc c'est un peu moi qui me fous dans la sauce moi-même. Mais... je trouve que déjà, je trouve que franchement, ça représente pas le rugby, ce qu'on t'apprend au rugby de base. On te dit quand t'es petit, le rugby, c'est l'école de la vie et tout. J'ai eu la chance d'être en région parisienne, donc t'es avec des Renois, des Rebeux, des Blancs. Du coup, t'as une énorme inclusion qui se fait comme ça. J'ai connu des mecs que je connaîtrais jamais en dehors du rugby, parce qu'on n'est pas du tout du même milieu social, on fait pas du tout les mêmes études. Mais c'est des mecs avec qui j'ai partagé tellement d'émotions fortes, de moments où t'es tellement bas que je les considère comme mes frères pour certains. J'ai la chance de pouvoir garder des bonnes amitiés. Après, pour en revenir sur Jégou Oradou, je trouve que c'est un peu les vieux Roland du rugby qui reviennent, même avec Jaminet sur les propos racistes. C'est des choses que tu vois quand même. Je trouve que le rugby est un sport très sexiste, très machiste, où la place de la femme est quand même très marginalisée, on la voit comme un objet, etc. Donc je trouve ça très effrayant. Il y a un gros travail d'éducation à faire sur ça, et notamment dans les centres de formation. Jégou, Orado sont très jeunes. C'est quand même un travail aussi, mais ça représente aussi un peu la société. Quand tu as le vote du RN qui est à 30% au premier tour législatif avec 70% de participation, faut pas s'étonner que ces relents-là viennent aussi dans le rugby, mais il faut travailler autour de ça. Il y a des politiques à faire sur comment éduquer les garçons, sur mieux traiter les femmes et ne pas avoir ces comportements racistes, parce qu'au final, c'est pas du tout ce qu'on t'apprend de base au rugby. Donc faut juste travailler dessus. J'espère qu'ils vont être condamnés, parce que si c'est avéré, j'espère qu'ils vont être condamnés lourdement et qu'on les reverra plus sur un terrain de rugby, Jégou et Oradou. Et voilà, faut taffer dessus et puis essayer d'arrêter ce côté rugby, tradition du rugby, qui sont certes sympas de temps en temps, mais un peu qui ne représentent pas ce sport et qui ne représentent pas le futur du sport pour moi. Ouais, carrément, on est à des années-lumière. Et moi, j'ai trouvé très bonne la réaction de Florian Grill, le président de la Fédé. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, en plateau. Non. Mais bon, voilà. Mais en gros... On se met un tunnel tous les deux. Non, mais il y a là. Mais mec, moi, il n'y a pas de souci. On reste là jusqu'à minuit s'il faut. On parle rugby. Non, mais Grill a fait une bonne réaction. intervention. Après, c'était un très bon président de la Ligue Île-de-France. Donc, mais il fait des Ancien très bonnes... puciste. Voilà, et donc j'espère qu'il sera réélu à la tête de la Fédé. Donc voilà, donc Grill, j'espère qu'il continuera dans ce sens-là, et c'est très bien ce qu'il fait, et j'espère qu'il continuera son travail. Au top. On va rester dans l'actualité, mais du coup, zéro transition, rien. Demain soir, en plus, on en parlait un petit peu avant l'émission. Ouais. Demain soir, début du tournoi olympique masculin. Début d'après-midi. Début d'après-midi, oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je dis demain soir. Mais voilà, début du tournoi olympique masculin en rugby à 7. Toi, tu t'attends globalement à quel niveau de jeu, que ce soit la France, que ce soit toutes les équipes? En vrai, c'est quand même une saison qui est très dominée par l'Argentine, qui est une excellente équipe, qui joue très bien à 7 avec des très bons joueurs de rugby. Je sais pas leur nom, mais je regarde les matchs, mais ils sont très très forts. L'Irlande qui peut jouer les troubles faits aussi. L'équipe de France qui a un vrai niveau, mais ça c'est depuis 2 ans. Je trouve que l'équipe de France a des vrais niveaux sur le tournoi. Puis, je suis obligé d'en parler. Dupont qui vient à 7, c'est quand même... Il était déjà trop fort à 15, maintenant à 7, c'est encore plus effrayant. Tu vois, ses qualités premières ressortir plus facilement.
Donc j'espère que la France va aller au bout, mais je suis pas sûr. Mais ça va être un tournoi où il va y avoir un vrai niveau parce que t'as les Blacks, t'as les Sudaf, t'as la France, t'as les Australiens qui sont quand même des nations de rugby à 7, t'as les Fidji, t'as l'Irlande qui est dans une grosse position dominante aussi. Donc, du coup, t'as quand même. L'Argentine est favorite pour moi parce que sur la saison, il le mérite. Après, t'as des outsiders comme la France, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande ou les Fidji qui sont des très bonnes équipes. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai un peu hâte du coup. Ouais, bah moi aussi, je pense qu'on a tous hâte. Tout fan de sport a hâte, je pense. Très rapidement, là, on va passer vraiment en mode tac au tac. Un petit résultat, là, voilà, une position pour les Bleus, que ce soit en masculin, en féminin. Féminin, 1 ou 2, je pense, parce que le rugby à 7 féminin est très fort. Et France, j'espère dans les 3e, dans les 3 premiers, mais sinon ça finit 4, je pense. Ça va en demi minimum. Ok. Ensuite, ton meilleur souvenir en tant que joueur? Mon titre de cette année, je pense. Ton meilleur souvenir en tant que supporter? France-Nouvelle-Zélande, quand on avait mis 40 pions au Stade de France. J'étais là-bas, en plus, donc ambiance de folie et match de folie, en plus, donc voilà. Ouais, carrément. Ton joueur préféré? Tu nous as parlé de Flamand tout à l'heure, mais voilà, là on est sur du all-time. Là. All-time, je pense Wilkinson, parce qu'il m'a donné envie de jouer au rugby. Et après, je pense que le meilleur joueur de tous les temps, ça sera Dupont. Mais Wilkinson est trop dans mon cœur. On va le laisser terminer sa carrière d'abord, le bon vieux Dupont. Ton équipe préférée? Le Stade Français, vu que j'ai joué là-bas et que je connais des joueurs genre Léo et tout, donc voilà. Alors Léo, tu parles de Léo Barré, tu parlais des Massicois Léo voilà, Barré qui ont pété. Qui est en équipe de France maintenant, qui est le 15 de l'équipe de France. Carrément. Et qui a toujours été un crack en jeune et qui est un top joueur maintenant. Donc voilà. Et oui, et puis des Massicois, on parlait de rugby à 7, il y a William Iragua, il y a Andy Timo, enfin voilà. Ouais. On passe maintenant au geste, à ton geste préféré. Est-ce que genre c'est le coup de pied par-dessus, la chistée, la cartouche? La cartouche. Un bon plaquage, rien de beau ça. Comme ça, en plus, tu marques l'adversaire, rien de beau ça. Au moins on est clair, c'est comme l'énorme tampon qu'avait pris Plisson. J'adore ça. Ouais, ça va, mais... Pas en match. En match, je me dis, putain, faut quand même que je garde la balle, et sinon je vais me faire enculer par mon coach, donc j'ai pas envie de ça. Pardon, je vais me faire battre. Il n'y a pas de problème, y a pas de problème. L'émission a duré une émission dans sa donc voilà. Ok, si t'avais pas fait de rugby, par exemple, t'aurais fait quel sport? Basket. Du basket? Ouais, je faisais par rapport à la taille ou non, juste même pas, parce je que faisais tu du basket à la base, et j'ai arrêté pour faire du rugby, donc voilà. Ok, très bien. Et alors là, on va faire un petit jeu très rapide. Tu mets sur le banc, tu écartes du groupe et tu mets titulaire entre Savea, Aldrit et Van der Flier. Je mets Titu, Savea, sur le banc Van der Flier et j'enlève Aldrit, j'aime pas trop ce joueur. Ouais, c'est dur. Et ensuite, toujours la même chose, entre Ioane, Bundiaki et Vakatawa. Attends, t'as dit qui en premier? Ioane, Rieko, Ioane, Bundiaki, l'Irlandais et Vakatawa. Alors prime. Putain, je fais chier. Je mets sur le banc Akei, je pense. Je mets Ioane, je le vire et je garde Vakatawa en titulaire pour ses cheaters. Wow, solide. Et dernière... Encore les Chistera, on revient sur les Chistera. Toujours. Et dernière question, bon, je pense qu'on va vite avoir la réponse, mais entre Wilkinson et Carter, ton joueur préféré? Voilà, Wilkinson, et je drop the mic. on terminera là-dessus, de toute façon, c'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation, et l'émission est top, je répète, il n'y a pas de placement de produit, mais l'émission est top. Merci beaucoup. T'inquiète, on te payera la bière après, mec. Voilà, j'aime ce genre de message. Mais avec modération, on finit pas comme Jaminet ou les deux autres zigotos. C'est ça. Voilà. Merci Lou en tout cas. Merci beaucoup. Ciao l'équipe. Ciao. Mais voilà, la première de coups de sifflet, c'est terminé. C'est terminé, ça touche à sa fin. On réaccueille Nico un petit peu pour la fin quand même. Nico dans le studio. Bien sûr. Pour le revoir, c'est important quand même. Nico dans le studio. Non, mais j'ai... Du coup, j'étais à côté, évidemment. Hein. Vous ne savez pas que je rentre chez moi chaque fois. Mais non, bien apprécié la remarque pertinente de Louis sur ta prise de parti du coup, sur Jaminet et sur les deux zigotos, comme tu disais. Ouais, voilà. Je pense que c'était assez complet. Et une petite expertise, on sent quand même qu'il y a du ballon, il y a du plaquage.
ça touche un peu à la balle. J'aimerais ça pas être en sent face le de lui sur un sud-ouest. terrain. Voilà, je c'est suis ça. Non, mais en tout cas, Non. merci à Jar aussi Complètement. d'avoir été là, Louis. Voilà, des approches différentes, des sports différents, et c'est ce qu'on voulait. Je pense que vous l'aurez compris dans cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous le 6 août prochain, Exactement. Pour la deuxième. 19h. Cette fois, on essaiera d'être 19h pile. Pétante. Pétante. Et Donc, même lien. sans problème technique. Tout le monde sera présent surtout. Voilà, micro qui fonctionne, Exactement. voix, ouais, tout qui marche. Ah, mais toi, ça va, maintenant il fonctionne. C'est Alessandro qui est un peu plus en galère, mais. Pas grave. Bah, En tout du cas, coup, vu que si vous avez nous échangé, entendez, allez nous suivre aussi sur Ouais, nos réseaux sociaux, On compte sur vous. sur Instagram, TikTok. il y aura la rediff aussi du live pour ceux qui auraient pris en cours et qui voudraient entendre les chroniques ou alors le passage d'Ajar. Donc voilà, ça c'est directement sur la chaîne Twitch. Et nous, on vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous le 6 août. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Salut.